Mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, honorable assistance, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est pour moi un plaisir et un honneur d'intervenir auprès de ce prestigieux aéropage pour parler des relations entre le Maroc et l'Afrique. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président du club diplomatique ainsi que le bureau de ce club pour tous les efforts qu'ils font dans le cadre de leurs activités et je voudrais les en remercier infiniment. Je voudrais également m'incliner et saluer mon frère Abdel Rassoul, ici présent parmi nous, l'ambassadeur du Tchad. Bonjour, Excellence. Parler de l'Afrique en un laps de temps aussi court que celui qui m'est imparti aujourd'hui relève certainement d'une gageure. Le faire donc serait un exploit et je voudrais vous demander d'avance votre indulgence pour l'exposé qui serait certainement et forcément incomplet pour parler de ce sujet tellement important. Au lieu de centrer mon exposé sur des aspects opérationnels de la relation entre le Maroc et l'Afrique, j'ai pensé qu'il était peut-être préférable de faire une sorte d'analyse historique de cette relation et d'en dégager les principaux axes afin d'aboutir à ce que j'appellerais aujourd'hui le nouvel élan africaniste du Maroc, l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. On a tendance à dire que l'Afrique aujourd'hui est au centre du monde. Elle l'a souvent été. Elle a été un enjeu, elle est un défi, mais elle est également une chance. Et nous espérons que les préoccupations aujourd'hui des grandes puissances, notamment par rapport à ce continent, puissent nous donner les raisons de l'espoir, c'est-à-dire l'espoir d'une Afrique nouvelle, émancipée, développée, et dont les richesses profitent à sa propre population. En tous les cas, l'Afrique est une passion. L'Afrique représente le passé de l'humanité, c'est son origine. On a tendance également à dire aujourd'hui quel serait son avenir, en raison de multiples facteurs, dont ceux de sa richesse démographique, naturelle, et de son potentiel de croissance pour le présent, mais également pour les années à venir. On a tendance aussi à mettre l'Afrique, enfin en tant que continent, sous un symbole de continent le moins avancé par rapport aux autres. Oui, c'est la conséquence d'une domination qui a duré plusieurs siècles. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience qu'il y a et avec les nécessités, non pas seulement politiques, mais également économiques, que nous avons des raisons d'espérer que l'Afrique a amorcé finalement son décollage économique. C'est une Afrique plurielle dont il s'agit. Il y a plusieurs Afriques. L'Afrique a été façonnée, comme je viens de le dire, non pas par ses propres évolutions endogènes, mais par des évolutions qui lui ont été imposées de l'extérieur. Depuis 5 siècles, donc celle que l'on voit, l'Afrique que l'on voit aujourd'hui, est le résultat d'un processus qui a démarré avec les grandes découvertes, qui s'est organisé avec le Congrès de Berlin et avec les luttes entre les puissances coloniales pour le partage du continent. Et aujourd'hui, globalement, c'est un peu le résultat et la résultante de toutes ces évolutions qui lui ont été imposées de l'extérieur. L'Afrique, donc, a été modelée par les effets de la domination qu'elle a connue et des blessures qu'elle a connues. L'esclavage, la colonisation, la guerre froide, dont elle a été également un des points chauds, ça lui a été imposé. Et donc, c'est le résultat direct,
ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat globalement de toutes ces évolutions venues de l'extérieur. Il y a aujourd'hui une prise de conscience qui a été favorisée par le déclin des idéologies. La chute du mur de Berlin a tempéré quelque peu les luttes idéologiques, y compris en Afrique, mais également les nécessités de développement économique et, disons, les demandes pressantes des populations qui exigent de plus en plus de démocratie, qui exigent le développement économique et social et qui exigent que les fruits de cette croissance leur profitent, ont fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, un peu partout d'ailleurs. Quand on parcourt le continent, on assiste à cette prise de conscience et un élan vers vouloir finalement que les populations africaines puissent également jouir des bienfaits du développement économique et social et des bienfaits de la technologie, au même titre et au diapason des autres continents qui, eux, avaient décollé beaucoup plus tôt. Donc, mon deuxième axe serait le Maroc et son environnement africain. Et c'est un peu un retour à l'histoire. Je voudrais ici dire que finalement, le Maroc, situé géographiquement là où il est, s'est plutôt développé dans un axe vertical, c'est-à-dire sud-nord et nord-sud, par rapport à un axe horizontal, puisque très tôt, c'est-à-dire dès le 8e siècle, même avec l'arrivée de l'islam, le Maroc s'est autoproclamé indépendant par rapport à l'Orient et par rapport à tous les califats islamiques qui se sont succédés en Orient, et il a donc évolué de façon indépendante. Et forcément, cet antagonisme politique par rapport à l'Orient lui a fait qu'il a axé son évolution dans un axe vertical plutôt qu'horizontal, d'où la résultante sociétale d'aujourd'hui. C'est quoi le Maroc? Le Maroc, c'est un peu à la fois l'Andalousie et l'Afrique. Donc c'est un petit peu la symbiose de ces deux grands courants civilisationnels qui ont façonné sa personnalité, avec bien entendu des influences venues d'Orient. C'est tout à fait normal, même si elles ont été atténuées par rapport à ce qu'ont connu d'autres pays plus à l'est. Le Maroc n'ayant pas appartenu aux grands califats qui se sont succédés à la tête de la communauté islamique, a fait qu'il ait un peu développé sa propre personnalité. Ce saut en arrière nous ramène également à l'époque, le monde connu, selon les moyens de l'époque, l'accessibilité étant évidemment limitée, le monde connu, c'était un peu le pourtour méditerranéen, celui de la mer Rouge, avec leurs interlandes respectifs. Et l'interlande de ce côté-ci de la Méditerranée occidentale allait jusqu'à la bande sahélo-saharienne, celle où on a pu accéder, puisque l'Afrique, au-delà de l'Afrique tropicale et au-delà, était inaccessible par rapport aux moyens de l'époque. Donc la forêt a été une limite, et de ce fait, donc la civilisation qui s'est développée dans cette zone pourrait être nommée comme civilisation saharo-sahélienne, qui recoupe également l'Afrique du Nord et toute la bande du Sahara qui va de l'Atlantique à la mer Rouge. Donc, pendant toute cette période, qui correspond aux grands empires marocains, les Almoravides, les Saadiens, les Almohades, etc., s'est émancipé, s'est développée une civilisation sahélo-saharienne
comprenant le Maroc et dont les symboles sont un peu, si Gilles Messa, Tombouctou, Agadez et autres. Cette période qui a duré, disons, jusqu'au XXe siècle, a été stoppée brutalement par l'effet de la colonisation qui a, disons, physiquement coupé le nord du sud et la création de deux Afriques. Une Afrique équatoriale et une Afrique du Nord, etc. Et il s'agit aujourd'hui, ce nouvel élan africaniste du Maroc, tend à effacer cette mystification géopolitique entre une Afrique du Nord blanche, plutôt tournée vers la Méditerranée et le Nord, et d'une Afrique tournée sur elle-même vers le Sud. Donc il s'agit de retrouver son histoire et de faire un peu la jonction en effaçant la parenthèse coloniale dans ce qu'elle a impliqué comme division entre une Afrique du Nord tournée vers le Nord et une Afrique subsaharienne, disons, isolée de son prolongement vers le Nord. C'est un peu ce que le Maroc essaie de faire, d'abord en renforçant ses relations multiformes avec les pays partenaires au sud du Sahara, mais également en voulant renouer à travers la récupération du Sahara en 1975. Donc, ce qui est effectivement et physiquement le lien avec cette Afrique noire au sud du Sahara. Ça ne se fait pas, disons, c'est pas un long chemin pavé de roses, loin de là. Vous comprenez que évidemment, une telle ambition peut être combattue, ce qu'elle est d'ailleurs, et c'est avec beaucoup de frustration, disons, que le Maroc a enregistré en 1984 ce qui peut être considéré comme une meurtrissure et une blessure en étant obligé de quitter l'OUA. Ça peut être considéré comme étant un échec par rapport à l'unité africaine, alors que le Maroc de Mohamed V, c'est-à-dire auréolé par son statut de libérateur au Maroc, s'était projeté comme le leader de la libération de tout le continent. Je rappelle que tous les mouvements de libération nationale africains avaient reçu leur première aide ici au Maroc, que ce soit l'ANC de Mandela, que ce soit les mouvements de libération nationale des anciennes colonies portugaises, PIGC et autres. Et donc c'était cette Afrique combattante qui rêvait d'une émancipation politique, qui rêvait d'une unité, la conférence de Casablanca de 1961, qui a vu autour de sa main de feu Sa Majesté Mohamed V des grands leaders de l'Afrique combattante, y compris Jamal Abdel Nasser d'Égypte. Et donc, ce fut cet élan qui a été brisé un peu, d'abord par la guerre froide, qui a été imposée à l'Afrique, et qui a vu cet idéal d'unité brisé, et donc nous avons assisté à la dislocation de l'Afrique en deux camps, celui des modérés d'un côté et des progressistes de l'autre, avec l'importation de modèles exogènes, surtout par rapport à ceux qui s'étaient ralliés, disons, au camp de l'Est, le parti unique, la socialisation des économies, l'obédience à un camp et la considération de tous ceux
qui avait choisi une autre voie, celle du multipartisme par exemple, celle du libéralisme ou de l'économie de marché comme étant des ennemis. C'est un peu ce qui a valu et ce qui a aggravé cette fissure dont l'apothéose par rapport au Maroc fut 1984 lorsque le Maroc a dû quitter l'OUA. Plus tard, donc, la fin de la guerre froide, malheureusement, avec la chute du mur de Berlin, a eu peut-être des conséquences ailleurs, mais ces conséquences ont été tempérées par rapport à l'Afrique. Si l'Europe a retrouvé son unité et que tous les anciens du pacte de Varsovie aujourd'hui ambitionnent, certains le sont déjà, d'autres ambitionnent de rejoindre l'Union européenne, l'économie de marché, la libéralisation, etc. Il n'en est pas de même en Afrique où certains, disons, où certains pays continuent encore, malgré les changements intervenus au niveau international et au niveau idéologique, continuent à, disons, à faire survivre cette dichotomie qui avait partagé l'Afrique en deux, et c'est ce qu'on voit quotidiennement dans certains comportements de pays africains par rapport notamment au Maroc, et je ne voudrais pas citer de nom, mais c'est ce que j'appelle les séquelles de la guerre froide qui sont encore fort présents chez nous. À partir de l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il y a un nouvel élan africaniste et une nouvelle impulsion royale qui est donnée à cette ambition africaniste du Maroc. Et plusieurs axes, si vous voulez, concrètement, plusieurs axes de mise en œuvre de cette stratégie dont l'ambition est de renouer tout simplement avec l'histoire, correspond à peu près aux priorités de l'Afrique elle-même. Alors, quelles sont les priorités de l'Afrique elle-même? Tout à l'heure, le professeur Habib Melki l'a très bien dit, c'est le développement économique et social. Mais pas n'importe quel développement. C'est-à-dire, l'Afrique a de tout temps été considérée comme un pourvoyeur de matières premières, accessoirement de main-d'œuvre, économiquement parlant. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que l'Afrique puisse bénéficier d'abord de ses richesses, que le résultat de cette croissance bénéficie à sa population et qu'elle rentre dans le schéma de la valeur ajoutée internationale en intégrant un petit peu l'économie de mise en valeur de ces richesses au profit de ces populations. Le Maroc, dans son ambition économique pour l'Afrique, a mis l'humain au centre de cette action. C'est un peu humaniser le développement économique. Parce que sans son humanisation, je pense que l'on n'aura pas résolu la problématique de la pauvreté en Afrique. Et également de la violence. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'une société devient violente lorsque la fracture sociale qu'elle connaît est énorme. Et vous avez d'un côté une masse de pauvres et de l'autre une minorité de riches, et c'est la cause principale de la violence, alors que dans une société un peu plus homogène, un peu plus équilibrée, où il y a un réel partage de la richesse, cette violence tend à disparaître. Donc c'est à partir de cet axiome que le Maroc essaie, dans sa politique économique vers l'Afrique, de privilégier l'humain en le mettant au centre des politiques publiques de développement économique et humain, et en essayant également d'exporter ses propres schémas qui ont fait preuve ici au niveau national
Et je voudrais parler, par exemple, de l'initiative nationale de développement humain que le Maroc a commencé à proposer et à exporter dans un certain nombre de pays amis. Donc le développement économique et social, d'où également l'émergence du secteur privé marocain dans le cadre de cette politique, de cette diplomatie économique telle que l'a souligné tout à l'heure le professeur Habib Melki. Évidemment, elle est à ses débuts, elle demande à être un peu peut-être mieux organisée. Professeur Habib Melki a cité, a recommandé la création d'une sorte de conseil stratégique économique pour organiser un petit peu cette diplomatie économique en Afrique. Oui. Il a également préconisé l'ouverture plus au sud, parce que le Maroc a des accords de libre-échange avec le Nord, avec l'Ouest et à l'Est, mais n'en a pas avec ses partenaires du Sud. Oui, c'est une proposition sur laquelle nous travaillons avec la CEDEAO et avec l'espace sahélo-saharien, probablement au sein de la CENSAD, de la communauté des États saharo-sahéliens, nous serons amenés à envisager l'intégration de l'Afrique du Nord avec l'Afrique subsaharienne sur le plan économique et donc sur des accords de partenariat économique pour que l'Afrique du Nord puisse être un peu le chaînon manquant dans cette longue chaîne qui va du nord au sud. Nous avons les APE de l'Union européenne qu'elle propose à l'Afrique subsaharienne. Nous avons des accords d'association entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne, mais nous n'avons pas cette jonction entre l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et c'est sur quoi nous sommes en train également de travailler. Nous travaillons également sur la création de l'espace nord-ouest africain, qui comprendrait un certain nombre de pays qui le voudraient bien, pour parler des interconnexions, parler des énergies, parler des problèmes structurants, parler de l'échange d'expériences, parce qu'il y a aussi des expériences très réussies au Sud, et donc les échanges devraient être réciproques, pour parler également de la libre circulation des biens et des personnes, pour parler également de l'intégration des économies de tous ces pays, et également pour renouveler sa propre histoire en allant, en effaçant, si vous voulez, cette division que j'avais appelée tout à l'heure la mystification géopolitique entre un nord et le sud. Donc voilà un peu le deuxième axe du développement économique et social. À part le développement économique et social, le deuxième axe qui est une priorité pour l'Afrique, c'est la sécurité. La sécurité, nous le voyons quotidiennement, nous le voyons tous les jours, et un des aspects où le Nord, malgré tous ses moyens militaires, comme l'ami Aradi tout à l'heure l'a bien dit, mais qui n'apporte pas une véritable solution, la solution, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain au centre du développement économique et social, mais surtout le combat idéologique. Et de ce fait, la commanderie des croyants, Sa Majesté le Roi étant commandeur des croyants, l'islam africain, qui est globalement parti du Maroc, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les siècles précédents, impose aujourd'hui au Maroc la défense de cet islam qu'il a propagé lui-même, c'est-à-dire l'islam soufi, toute confrérie et toute tendance confondues, et avec le statut de commandeur des croyants, avec l'islam de rite malékite, sunnite, tolérant et ouvert que nous avons développé et propagé en Afrique, nous devons aujourd'hui, le Maroc se doit de le défendre. Et c'est ce qui est en train d'être fait par la création de l'Institut Mohamed VI de formation des imams
des Mourchidines et des Mourchidates, ouvert d'ailleurs à beaucoup de pays amis et africains, et non africains d'ailleurs. La création de la fondation Mohamed VI des Ulama africains, également une deuxième institution qui va porter, qui va porter cet islam tolérant et aider à le défendre par rapport à d'autres idées nihilistes, provenant malheureusement d'ailleurs. Donc dans la sécurité, il n'y a pas que les aspects sécuritaires proprement dits, mais il y a les aspects idéologiques dont et la lutte donc contre l'extrémisme comme je viens de le développer. Le troisième axe, disons, qui est prioritaire pour l'Afrique, c'est la formation des cadres, d'où la politique initiée par le Maroc depuis déjà plusieurs années, à travers l'Agence marocaine de coopération internationale, à peu près pour former les élites africaines, où chaque année, il y a des centaines de bourses qui sont accordées par le Maroc à de nombreux pays pour la formation des élites, parce que sans ressources humaines formées, il ne peut pas y avoir de développement économique et social. Donc ce sont un petit peu les grands axes de la politique africaine du Maroc. J'ai fait exprès de ne pas vous donner une description, disons, des actions, mais j'ai voulu plutôt tracer le cadre stratégique où se meut cette politique. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie.